Salut à tous, bienvenue et surtout bienvenue à mon invité de marque, on va dire ça comme ça, parce que Merci. Quand vous allez voir le parcours, eh bien vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il s'appelle Samama Eric. Bonjour Eric. Bonjour Cathy. Ça va ? Très bien, ça va bien, merci. Bon, alors vous êtes médecin généraliste. Alors aujourd'hui, dans le privé, vous venez d'ouvrir une clinique qui s'appelle Dizengoff Clinic, mais vous avez été médecin urgentiste à votre alia au SAMU de Lyon. Vous avez même été médecin d'Interpol, rien que ça. C'est exact. C'est exact. Merci. Voilà, vous avez exercé en privé, vous avez fait plein de choses. Et puis, en 2007, un événement, on va dire, dans la société française qui nous a tous bouleversés, vous a touché plus particulièrement. C'était l'assassinat d'Ilan Halimi. Oui, c'est exact. Merci tout d'abord de m'avoir invité. Effectivement, l'ALIA a été déclenchée par un événement catastrophique, c'est-à-dire l'assassinat d'Ilan Halimi. Et ça nous a tous bouleversés, le non-mouvement, le silence. Il y a eu des manifestations. C'est très light par rapport à la souffrance, à ces tortures d'un jeune juif pendant des jours et des jours. C'était, si je me souviens bien, 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. 3 semaines. Donc c'est vraiment, c'était passé sous silence à l'époque pratiquement. Il n'y a pas eu de grands mouvements de foule, il n'y a pas eu des gens dans la rue. Aujourd'hui, bien sûr, on a l'hypercachère et surtout le Charlie Hebdo, mais là, ça fait déclencher des foules, mais on en est déjà à une belle série après ça. Mm-hmm. Donc effectivement, ça a été l'élément déclencheur. On s'est dit et on a fait cette réflexion que c'était peut-être le premier d'une longue série, et on avait raison. Et donc, en 2007, on est venu avec toute la famille. Pourquoi ? Alors, parce que j'imagine que ça a dû faire écho à quelque chose dans votre histoire personnelle, c'est très simple, bien sûr. Ça venait après ça a déclenché des réflexions qui, jusqu'à présent, étaient complètement enfouies au fond du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on venait de Tunisie et on est parti de Tunisie en 67, après la guerre des 6 jours. Très tard. Très tard, même. Je me demande si on n'était pas les derniers à partir. Et en fait, à l'époque, j'avais 6 ans, mais je me souviens, j'avais quelques images assez derrière des fenêtres, enfermées derrière les fenêtres. Et c'est qu'après la guerre des 6 jours, il faut savoir que c'est la même façon que quand on voit, même aujourd'hui, quand il y a Tsahal, où il y a des mouvements, on a vu encore ces derniers jours, à la frontière avec Gaza, mais dans les ça pays, a des répercussions à l'extérieur d'Israël. Bien sûr, c'est ça. Et en Tunisie, on a commencé à brûler les maisons des Juifs, à brûler les voitures des Juifs, à brûler la synagogue de Tunis, qui était très très protégée. Les Juifs étaient très dans la société très bien implantés. Très bien implantés. Et en fait, on s'est dit. On a été chassé déjà de Tunisie, donc on est parti, on s'est dit, mon épouse dont le papa est autrichien, on connaît l'histoire, on n'a pas besoin de la refaire, il a fui toute la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, avec tous ces camps, et donc il a réussi à s'en sortir avec toute sa famille. Eux aussi, ils ont été chassés, donc il y avait déjà un petit... Et puis, en sachant qu'il y a eu du côté de sa mère, qui était turque, ils ont été chassés d'Izmir, de Turquie, à l'époque, il y a encore plus longtemps. Et on s'est dit, ça va être quoi ? Les prochains, c'est qui sur la liste ? On a dit, ça va pas être les Américains. On a quand même les Juifs aux États-Unis sont très bien implantés. La plupart est en Israël. Et il restait les 450 000 Juifs français. On s'est dit, bon, on ne prenait pas pour un fou à l'époque d'avoir ce genre de réflexion. Complètement. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que ça a fait partie de ça. J'ai fait la première page du Progrès de Lyon. Parce qu'on comprenait pas. Oui, on s'est dit. Oui, pourquoi un juif d'Interpol qui s'en va, ça fait bizarre. Oui, et puis même le patron d'Interpol à l'époque était un peu. Il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et je dis non, je vais mener une vie ailleurs. Et en fait, la question du journal, c'était pourquoi un juif, alors qu'il a tout, qu'il a son cabinet, qu'il a sa maison, qu'il a sa famille tout installée, part. Et c'était vrai. Mes parents, je vous en parle même pas. Enfin, tout le monde vous a pris un peu pour un fou. Mais j'étais en plus pas très dans la communauté. J'étais un peu pas très religieux, pas. Non, enfin classique quoi, traditionnaliste un petit peu, mais je faisais pas partie. J'étais pas du tout dans la communautariste ni quoi que ce soit. Et tous mes copains, il y a un copain que j'apprécie toujours et que je vois plus beaucoup, mais il m'a laissé une phrase. On l'a tous rêvé, tu l'as fait. Ok.
Et ça, c'est le plus bel. Ouais, ça fait plaisir. Il est tout content, il est tout content, Eric. Vous pouvez être fier du parcours accompli. Bon, je ne sais pas si non, mais faut être fier. En tout cas, c'est le mien, mais je l'ai pas. En tout cas, il n'a pas été écrit. Il n'a pas été écrit. Il s'est écrit. Vous montez quand même à l'âge de 46 ans, avec une belle carrière derrière vous. Vous ne parlez pas l'hébreu. Vous êtes en pleine. 46 ans pour un homme aujourd'hui, c'est le si, on va dire, le top de sa carrière professionnelle. C'était le cas à l'époque. Voilà, donc c'est quand même courageux et c'est quand même méritant, il faut quand même le signaler. Donc vous ne parlez pas l'hébreu, vous allez à l'Ulpan, bon an, mal an, voilà. Un très mauvais souvenir, cet Ulpan. Très mauvais souvenir, vous ne devez pas être le seul. Et puis vous dites, moi je veux travailler, je veux donner à Israël, je veux pas rester comme ça, donc vous faites vos équivalences. Non, en fait, au départ, moi, en venant ici, je venais en Israël, donc je venais m'installer en Israël, et puis donc il faut bien à un moment donné, pour être... Si vous voulez, c'était pas tout de suite de donner à Israël comme ça, mais je me dis, bon, bien, à un moment donné, là, ça fait 6 mois à faire l'Ulpan, à faire l'étudiant, à aller discuter, prendre le café et rigoler, finir par la plage. Ça peut durer 6 mois, mais à un moment donné, on se dit, il faut bien travailler. Donc, en fait, une copine m'a dit, tu sais, à Terem, à Jérusalem. Hein, alors que vous étiez installé à Ranana. J'étais installé à Ranana. J'étais à l'époque, j'avais fait mon alia, parce qu'on m'avait dit, il y a beaucoup de francophones à Ranana, il y a les familles, etc. Donc, j'étais à Ranana. Et on m'a dit, à Jérusalem, ils cherchent des médecins. Ils ont toujours besoin de médecins à Jérusalem. C'est des urgentistes, c'est des urgences. On connaît les urgences de Terem, hein, qui maintenant, on en a même à Bnei Brak, à côté de Tel Aviv. Mais au départ, il y avait Terem. Que Jérusalem. Voilà, Terem, Jérusalem, à l'entrée. Et on m'a dit, va voir. Peut-être qu'ils cherchent des médecins, ils cherchent des gens, va voir. Bon, avec mon hébreu, je crois que j'avais 20 mots dans la bouche. J'ai été voir le chef du personnel. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, pour être très honnête, pratiquement rien. Mais il vous a engagé. Mais il m'a dit, signe là. Je dis, mais je signe quoi? Il m'a dit, t'inquiète pas. J'ai signé. Il m'a donné le tag. Il m'a dit, maintenant tu descends et tu vas travailler. Ok, et donc il m'a donné cette chance. Et je les oublie pas. Ouais, et je les oublierai jamais. Ouais. Ils m'ont mis le pied à l'étrier. Bon, bien sûr, j'étais pas très. La rémunération, c'était pas le problème, c'était de faire l'équivalence. Oui, parce qu'à l'époque, il fallait un an dans un même poste. Voilà, c'est ça. Un an dans un même poste pour avoir l'équivalence. Combien vous étiez payé quand on sourit? Voyez, on ne rigole pas, on ne se moque pas. 50 shekels. 50 shekels de l'heure. Mais ça vous était égal pour vous? J'étais tellement heureux de trouver un poste, d'arriver, que personne ne me connaissait, parce qu'on est rien quand on arrive. Bien sûr. En France, on joue un peu dans son quartier, on est un peu le médecin. Mais à l'époque, personne ne nous connaît ici quand on arrive à Jérusalem. Et d'avoir un poste et de commencer à travailler en Israël, pour moi, c'était déjà... Le miracle avait déjà lieu. Donc, c'était déjà le miracle. Donc, ça me suffisait. Alors, vous veniez tous les jours de Ranana? Voilà, et en scooter. Et à l'époque, j'avais un tout petit scooter. Tout petit scooter, je mettais 1h30 et je faisais des gardes qui commençaient à 6h à 18h et qui finissaient à 2h du matin. Et je rentrais de Jérusalem à Ranana à 2h du matin. Je mettais 1h30 sur mon scooter. Il fait froid la nuit, même l'été, je signale. En Jérusalem, il fait froid la nuit après une longue garde. Ouais, ça, c'est sûr. Et c'était très, très difficile, mais bon, c'était un bonheur absolu, vraiment d'avoir cette chance de pouvoir travailler. Comment c'était au niveau du boulot? Parce que vous étiez bien accepté, il y a des gens de tout... Non, à Terem, ils sont formidables, vraiment, vraiment, c'est des gens formidables. Il y avait des Russes, il y avait des médecins de tous bords. À côté de moi, il y avait un neurologue, un neurochirurgien russe, il y avait des anglo-saxons, des espagnols, bien sûr des arabes, les infirmiers étaient arabes, donc c'était multi. Et moi, avec mon hébreu très faible et mon anglais aussi pas terrible, désolé. Il s'améliore. En Israël, tout s'améliore. Tout s'améliore. Tout s'améliore. Ouais. Et en fait, et voilà, donc ils m'ont appris mot par mot à taper sur un clavier en hébreu. Ne serait-ce que taper sur un clavier en hébreu. Vous savez ce que c'est? C'est comme si... je sais pas, même un enfant aujourd'hui de 3 ans s'est tapé sur un clavier en hébreu. Mais à l'époque, à 46 ans, c'est une honte. Non, c'est pas une honte. Mais non, mais enfin, c'est très... Vous n'êtes pas seul, hein. Non, mais c'est très, très difficile, vraiment. C'est très difficile. Mais sur le moment même, on réfléchit pas à ça, en fait. On travaille. On est là, on est content de travailler. On est content d'être dans son poste. On fait sa médecine, hein, donc la médecine, c'était la même. Sûr. Et j'avais une phrase que
que j'avais appris en hébreu, en disant, tu sais, je ne suis pas un médecin nouveau, je suis juste Olé Hadash. Parce que les gens, ils se demandaient, mais tu veux bien, c'est toi qui vas me soigner. Ils étaient très effrayés. Et alors, je les rassurais en disant, mais tu sais, je suis pas un nouveau médecin, ça fait 20 ans que je fais de la médecine, mais je suis juste Olé Hadash. Alors, bon, j'ai eu des gens qui me disent, bon, Léat, bien sûr. Et puis, il y en a d'autres qui me disent, tu peux pas, ton Seigneur, il peut pas me voir. Et vraiment, c'est très dur, je vous assure. C'est plein de petits souvenirs comme ça, de plein de petites phrases qui marquent. Mais en même temps, c'est vraiment extraordinaire. Ça apprend l'humilité, là. Oui. Alors là, c'est pour l'humilité, là, on part carpette, là, on part carpette. Hein. Il paraît que c'est un secret pour réussir son alia de savoir descendre de quelques marches. Mais c'est pas de quelques marches. Là, on est, oui, mais j'étais très heureux. Mais j'étais très heureux en plus. C'était incroyable. C'était une histoire, c'est assez fou d'ailleurs. C'était la difficulté était absolue et le bonheur était aussi absolu. C'était complètement schizophrène. Alors, ce qui est beau aussi dans votre histoire, c'est que votre femme aussi est à la même enseigne parce qu'elle aussi, elle a accepté. On est partis ensemble, on a été d'accord pour partir ensemble avec les enfants, hein, et puis les enfants, c'est une histoire aussi, mais bon, ça encore, on peut en faire. C'est l'alia, voilà. Mais je crois que beaucoup en font des alias, c'est toujours des histoires folles. Et oui, Karine, mon épouse, elle aussi, elle était juriste en France. Et ici, bon, elle n'a pas fait l'équivalence parce que c'est pas du tout le même droit. Et elle a commencé à travailler comme prof de français à Berlitz par micro, par Internet, quoi. Ouais, tout doucement, elle a fait son petit chemin. Bien sûr, à 27 shekels de l'heure, hein, puisque vous demandiez pour moi. On est parti, donc on a refait une vie de zéro. On a dit, voilà. Alors, pour revenir à vous, Terem, ça a été aussi un tremplin pour la suite, évidemment. C'est pour ça que c'était tellement important pour vous, parce que au cours d'une conversation, un de vos collègues vous dit, tu devrais aller te présenter à l'armée, il y a des postes. Voilà, c'est ça. On était à Terem, et puis. Mais c'est pas, je crois qu'à l'époque, c'était pas quelqu'un de Terem qui m'avait dit, c'était une amie qui m'a dit, tu sais, à l'armée aussi, c'est des bons postes, je crois qu'ils cherchent aussi des médecins. Et bon, comme j'étais à 50 shekels, j'ai dit, je vais peut-être trouver un petit peu mieux. Et en fait, j'ai été me présenter donc j'ai postulé à l'armée. Et ils m'ont appelé. Et en fait, pour entrer à l'armée, en fait, c'est une sorte de Vahada. Où il y a une sorte de conseil, de commission, voilà. Exactement, où il y a 5 médecins, il y a plusieurs, chacun a sa spécialité, et donc j'arrive, ça faisait que j'avais 6 mois d'Ulpan et puis 6 mois de Terem, donc ça faisait pas longtemps, et en fait je me suis présenté là-bas et le médecin là-bas me pose une question. C'est une urologue, c'était une urologue, une capitaine urologue. Et elle était en treillis, bien sûr, enfin en tenue militaire. C'était des militaires. Hein. Et elle me pose une question, j'ai rien compris à la question. C'est maintenant que je sais, c'était une urologue qui posait une question un truc de base pour un médecin généraliste. Mais au niveau de l'hébreu, vous n'avez pas compris. Je n'ai pas compris, je lui demande de répéter gentiment, elle la répète, mais à la même vitesse, si ce n'est un tout petit peu plus vite. C'est de mon souvenir où je l'ai vécu comme ça. Je lui dis, écoute, je n'ai pas compris. Elle me dit, Atanirmad. Tu es mignon, tu es sympa. Tu es très sympathique, mais tu ne comprends rien. Et c'est compliqué pour l'armée si tu ne comprends pas l'hébreu. Surtout qu'ils ont. Elle m'a dit, écoute. L'entretien a duré 1 minute 30. Ouais. 1 minute 30, hein, c'est très très dur. Quand on a 47 ans, qu'on a été médecin, que je suis médecin et que j'ai été, on va dire, un médecin de quartier reconnu et que d'être viré en l'espace d'1 minute 30 sur une commission, on se dit que c'est la fin du monde qui est arrivé. Il m'a dit, mais on te rappellera, ne t'inquiète pas, on te rappellera. Donc vous avez dit, jamais ils vont me rappeler. Voilà, exactement. Et je reçois quelques mois plus tard, mais là j'avais progressé en hébreu. Vous étiez resté encore 6 mois de plus chez Terem. Exactement. J'étais à Terem encore, et puis on avait travaillé toute la nuit sur un cas, une pathologie d'un trouble du rythme cardiaque. Et bon, qui posait problème. On voit de tout bien chez sûr, Terem, chez Terem, on voit de tout. On voit des simples sutures, enfin des sutures à des cas compliqués. Et donc, on avait géré un cas d'un trouble du rythme cardiaque. Et bon, mais on avait travaillé toute la nuit. J'ai fini ma garde à 2h du matin et j'avais un autre rendez-vous avec cette commission de Tzahal. Et j'arrive, il était 9h ou 10h, comme ça, et il y avait toujours la commission avec 5 personnes. Je dis, allez, c'est bon, je vais repartir. Si je vais essayer de tenir les 3 minutes.
Je vais essayer de les tenir tous les 3 minutes, ce sont un record personnel. Et en fait, le premier médecin, c'est un cardiologue. Il me pousse un électrocardiogramme sur la table. Et là, l'électrocardiogramme, il me le pousse vraiment, il traverse la table. Avec son électro, voilà, exactement. Il me le pousse comme ça, de l'autre côté de la table. Et il me fait, qu'est-ce que c'est? Et là, je me dis, waouh, c'était celui de la nuit. C'était la même chose, le même cas. Alors, je prends l'électro, ça a duré 10 secondes dans ma tête, même pas, 5 secondes. Je prends l'électro et je lui renvoie l'électro et je lui donne le diagnostic. Et il me fait, non, je crois que tu n'as pas bien regardé, là. Tu devrais regarder. Il me le repousse. Et je le revois, et je le repousse, et je lui dis, non, je te dis que c'est ça. Il me dit rien, il me dit pas si c'est vrai ou pas. Il me dit, alors qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Donc bien sûr, vous l'aviez fait la nuit, toute la nuit, donc c'était facile. Il me demande les unités, etc. Donc je lui donne tout ça. Il me dit, ok, bon. Il me fait pas de commentaires, il passe au suivant, c'était un dermato, le suivant dans la commission. Et le dermato me dit, il me montre une photo d'une main, je me rappelle encore d'une main avec une pathologie dermatologique. Et je dis, écoute, je ne sais pas du tout, par contre, là, je ne comprends pas. Il me dit, essaye, trouve-moi quelque chose, trouve-moi un diagnostic. Je lui dis, écoute, je connais des diagnostics dermato, je vais te dire des bêtises, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine de te raconter une histoire. Et à ce moment-là, le truc suprême, le cardiologue se tourne, il dit, il vient de sauver la vie d'un patient, tu vas pas l'embêter avec ton problème de peau. Donc prends-le et ça suffit. Et je suis rentré dans les rangs de Tsahal. Ouais, ça c'est extra. Belle histoire. Les rangs de Tsahal, où vous êtes resté très longtemps, je crois que ça vaudra, à mon avis, une émission entière. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, parce que j'imagine que vous en avez vu pas mal passer. Donc vous étiez médecin civil au sein de l'armée. Oui, exactement. Le titre exact, c'est Ezra Rovet Tsahal. C'est le médecin civil pour l'armée, en fait, parce que bien sûr, il y a les médecins qui sont les médecins militaires. Mais moi, j'étais civil pour l'armée, oui. Ça a duré 8 ans, de 2009 à 2017, jusqu'à l'année dernière. Qui étiez chargé de déterminer le profil, le fameux profil des jeunes recrues, en fait. Que tout le monde connaît bien maintenant chez les Français, d'être profilé. Alors, ça va du CRAVI, du 97 CRAVI au PTOR, bien sûr, en passant par le non-CRAVI. Le 45 et le 64. Donc, on y reviendra sûrement. Alors, l'armée, tout ça, ça vous prend beaucoup de temps. C'est un poste à plein temps, mais malgré tout, vous continuez à faire d'autres choses. Pendant l'armée, j'ai quand même travaillé pour le Magen David Adom, dans les camions du Tipoul Nimratz, la nuit, les Shabbats. Mais c'était quoi ça? C'était pourquoi? Pour la Parnassa? C'était pour par amour du pays, par amour de votre métier? Il y a tout. C'est un investissement complet. Je cherchais rien en fait. Je me posais pas de questions. Vous disiez oui. Voilà, il fallait travailler. Vous proposez, vous disiez j'allais dire en France, j'avais mon cabinet, mais j'étais aussi le médecin d'Interpol. Et ici, j'étais le médecin de Tsahal, j'étais le médecin de Tipoul Nimratz. On m'avait proposé, j'ai dit ça fera une expérience en plus, c'est bien, c'est des belles, je trouvais que c'était des belles opportunités, et puis des belles choses. C'est quand même Tipoul Nimratz, le MADA pour Israël et Tsahal pour Israël. Je trouvais que j'étais un tellement grand chanceux que je ne pouvais pas... Et je vous assure, si vous saviez la Parnassa que j'avais à Mada aussi, c'est pas le problème. C'était pas le problème. Je ne veux même pas en parler, c'est pas le but. J'étais dans les camions, j'étais le médecin dans les camions. Maintenant, on les a plus, vous savez, il n'y a plus de médecins, il n'y a que des paramédics maintenant. Mais à l'époque, il y avait des médecins dans les camions. Et j'étais tellement content que je me posais... Tout ça, c'est tout ce qui venait, et je trouvais que c'était que du bonheur. Ça ne faisait que... C'était magnifique, tout était magnifique tout le temps. Alors je prenais, j'étais avide j'étais heureux de tout ça, parce que en venant de France, on se dit, mais voilà. Et on se demande comment on va réussir, comment on va trouver une solution pour ici. Et finalement, les choses, elles se font malgré nous. Voilà, il faut accepter d'être... Il faut se faire plaisir, il faut y aller, il faut travailler, il faut avoir les breux. Je vous le dis, il faut avoir les breux quand même. Parce que là, sinon, ça aide. En Israël, ça aide. Bon, alors à part ça, vous continuez vous commencez à faire un peu de visite privée. En fait, après Terem, quand j'avais eu c'est ça. Terem m'a permis d'avoir ce qu'on appelle le Rishayon Kavua, qui me permettait d'exercer, qui m'a permis donc de rentrer dans Tsahal. Et parallèlement, donc juste avant Tsahal, parce que c'est un peu long, mais je vais le faire court. En fait, quand on rentre au sein de Tsahal, après, on rentre pas, on vous met pas dans un poste, c'est les postes qui viennent vous chercher.
ils ont un médecin disponible au sein de Tsahal et ils font leur marché, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai été contacté par des unités de Centranime, j'ai été par plusieurs unités, et en fonction, ils me disaient, moi je suis à Kfar Saba, dans les Shtarim, ou à droite ou à gauche. Et en fait, alliés là-bas. Ils me recevaient, et puis après, ils faisaient leur choix entre les différents médecins qui étaient disponibles sur le marché. Et puis donc, pendant ce temps-là, il s'écoule quelques mois où il fallait aussi travailler. Et donc, j'ai travaillé pour une assurance, pour faire des visites à domicile pour ce qu'on appelle Bikourbaït, mais pour une assurance. Oui, enfin, c'était bien. Donc, ça a commencé à vous mettre le pied à l'étrier. Voilà, donc je faisais des visites avec ma petite moto. Et puis, ça a été aussi incroyable parce que quand famille s'est arrêtée, c'est l'assurance. Cette assurance s'est arrêtée. Une des dernières personnes que j'ai vues, je me rappelle, vous savez, il y a des choses comme ça qui marquent. On n'oublie pas, ouais. On n'oublie pas. Cette personne, c'est toujours ma patiente et je la vois toujours et je l'aime toujours autant parce que c'est comme tes rêmes, je les aime toujours autant. Comme un marqueur sur le chemin, un témoin. Si on vous fait des photos, vous savez que c'est des photos qui ont marqué votre... Et en fait, elle m'a appelé, c'est dans le cadre de l'assurance, mais après elle m'a dit, mais vous faites comme ça en privé, en dehors Je dis, oui, bien sûr, moi j'étais médecin X années. Vous avez commencé à faire des Et là, j'ai commencé à faire des visites privées à titre personnel, et donc, voilà. Et l'idée a germé. L'idée a germé. Non, le bouche à oreille a fonctionné, et un donné à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de médecins, donc le bouche à oreille fonctionnait bien. D'accord, voilà. Et donc ça vous a donné envie de vous stabiliser. Je faisais mon métier, je faisais mon métier, mais je gardais de ça quand même. Oui, bien sûr, 8 ans, c'est long. Voilà, j'ai gardé de ça. Et vous aviez eu envie à cette époque-là d'ouvrir peut-être un endroit, même pas? Ah non, alors à l'époque, il était il était hors de question d'ouvrir un cabinet quelconque. Moi, j'avais mon Tsahal, j'avais mon poste dans l'armée. Comment c'est venu? Malheureusement, un accident de moto l'année dernière, un accident assez grave où j'ai eu un grave accident avec une épaule avec des ligaments où il fallait déchirer. Et je me suis retrouvé sans moto, sans possibilité de visite et sans point de repli. Et voilà. Donc petit à petit, je me suis dit que l'idée a germé. Il y avait déjà d'autres cabinets qui se montaient. Ouais, c'est ça. Il y avait déjà d'autres centres qui s'étaient montés. J'ai dit moi je voulais pas. C'est une amie qui était aussi une patiente et psychologue, Carrie Benisti, qui m'a proposé de monter avec elle un cabinet. Et j'ai dit allez, on y va. Et puis du coup, on a fait pas un petit cabinet, mais on a fait un petit. Où il y a de la place pour d'autres praticiens, on va dire. Ou un moyen cabinet pluridisciplinaire. Voilà, ça s'appelle Design Golf Clinic. Design Golf Clinic, voilà. Exactement. Oui. Alors, donc là, maintenant, c'est ce que vous faites aujourd'hui, mais vous continuez encore à faire du bénévolat. Vous êtes incroyable. Alors là, c'est encore un truc complètement à part. Et puis, auréolé, on va dire, de votre titre vous avez un titre à l'armée, Rosh Aka Mitztayen. Vous avez été Mitztayen. Oui, en 2015, je crois, en 2015 ou 2016, j'ai été Mitztayen Rosh Aka, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai été prix d'excellence de l'armée. De l'armée, ouais, c'est formidable. Donc, vous avez, au relais de ce titre-là, vous êtes toujours médecin conseil auprès du consulat de France à Tel Aviv. C'est exact. Donc, ça remonte déjà maintenant à 5-6 ans. En fait, comme je voyais en privé, je voyais beaucoup de monde. Et puis, le consulat a entendu parler qu'il y avait un médecin qui est francophone à l'époque, il y a 6 ans. Qui maîtrisait bien un petit peu, qui était dans Tsahal, qui avait fait des urgences, qui avait l'hébreu. Ça y est, l'hébreu était rentré, qui avait l'hébreu, qui avait le français, qui avait un parcours. Ils m'ont demandé d'être leur médecin conseil, en fait. Alors, c'est quoi médecin conseil pour le consulat de France? Voilà, médecin conseil c'est le titre exact, c'est médecin conseil auprès du consulat de France, c'est-à-dire c'est un poste, d'abord, il faut le savoir, c'est bénévole, je ne suis pas rémunéré. Je ne suis pas rémunéré, c'est très important à le dire, parce que c'est un très beau titre, mais il n'y a pas de rémunération. Et par contre, c'est une sorte d'interface entre ce qui est le médical et l'administratif. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des problèmes médicaux au sein de la communauté française et que pour un ressortissant français qui se trouve par exemple ou victime d'un attentat ou dans un accident de voiture. C'est arrivé, c'est arrivé. Ou impliqué dans plein de choses. Oui, on peut en parler, on peut faire quelques petits exemples. Le premier, ça a été où j'ai dû intervenir, où en tout cas j'étais en
en appel permanent, c'était la flottille à l'époque, parce qu'il y avait des ressortissants de Gaza. Ok. Voilà, il y avait la flottille où il y avait des ressortissants français. Donc toute l'administration française disait s'il y a un problème médical au sein, il faut que tu sois prêt. Il faut être prêt à intervenir. Donc bon là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de choses parce que là, ça a tout pris en main. Donc il n'y avait pas eu de problème. Et il y a eu après, malheureusement, les attentats au couteau. Il y a eu un ressortissant français qui a été très très grièvement à Netanya, très grièvement blessé. Donc vous avez dû aussi vous en occuper. Exactement. Pour le faire quoi ? Pour faire bénéficier des aides éventuellement, pour rapatrier, pourquoi ? En fait, je me suis rendu déjà à l'hôpital. Ouais. Je faisais l'interface entre les médecins et la famille, et surtout entre les médecins et l'administration française, ça remontait jusqu'au Quai d'Orsay, pour avoir un peu l'état de santé, qu'est-ce qui se passait, comment ça se passait, rassurer la famille, être là. En fait, il faut que le consulat... J'étais en fait le représentant du consulat et de l'ambassade auprès de la famille. Je comprends. Et voilà, donc il y a eu un exemple d'un patient Alzheimer qui s'est perdu dans la ville pendant 2 jours et demi, qu'on ne trouvait plus. Donc après, il fallait s'en occuper sur le plan médical. Il y a eu, voilà, c'est plein des SDF, bien sûr, des gens qui étaient sous l'emprise de stupéfiants, ou arrêtés par la police. Et tout ça, c'est du bénévolat. Donc j'imagine que pour ces gens-là aussi, qui sont ressortissants français, de voir un médecin français qui comprenne et qui vivent ici, ça doit quand même beaucoup rassurer. Bien sûr, c'est très important. Et le consulat est présent. Et il faut savoir que le consulat... je ne crois pas que ça soit un problème, mais il est très très présent partout, le consulat. Il est vraiment auprès de ses ressortissants français. On dit ce qu'on veut, quel que soit le consul ou quel que soit l'ambassadeur ou l'ambassadrice aujourd'hui. La France est très très présent auprès des ressortissants français. Okay. Très très présent, et en tout cas en ce qui me concerne au niveau médical aussi. Voilà. Alors si on fait un petit retour arrière, je pose souvent cette question. Qu'est-ce que vous pensez de votre parcours Si on m'avait dit, j'aurais signé, bien sûr, encore Vous plus. auriez signé. J'avais rien, mais bon, voilà. Non, c'est magnifique. C'est presque... C'est irréel pour vous. Oui, c'est toujours un bonheur tous les jours d'ouvrir les yeux. Tous les jours, vraiment. Et de j'en ai vraiment beaucoup d'émotions, parce que c'est vraiment... c'est un vrai... On pense pas, on n'y réfléchit pas. Rien n'était écrit, je vous dis franchement. La seule chose qui était écrite, c'est de dire, allez, on va tenter l'aventure. Ça, c'était écrit. Maintenant, vous avez senti que vous avez été aidé, poussé, qu'il y a eu des... je suis très, très, très HM dans ces cas. Pas religieux, mais très HM. Vous sentez que vous avez des petits signes. Il y a quelque chose. C'est impossible que tout se déroule comme ça. C'est impossible s'il n'y avait pas autre chose. Vraiment. C'est écrit. C'est écrit. Bon, alors, en tout cas... Excusez-moi de ce côté mais pas du tout. Mais écoutez, voilà. Ça peut pas... C'est tellement... Pour moi, c'est tellement bien que je me dis, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Je le souhaite vraiment. Vous êtes très reconnaissant, c'est ça qui est très touchant, en tout cas, chez vous. Je suis reconnaissant à tout le monde. Et j'ai envie de dire, si je dois donner... Un petit conseil pour ceux qui vous écoutent. Vous savez qu'on est écouté aussi en dehors des frontières d'Israël. On est aussi écouté en France, dans d'autres pays, etc. Il y a des gens qui ont envie de venir, mais qui se disent waouh. Non, je crois que quand on a envie de venir, je crois qu'il faut jouer le jeu de la société israélienne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir penser on est français, qu'on a des droits, on sait tout, on est bon. Qu'on est meilleur. On est certainement bon, on est voire très bon, mais en tout cas, d'une manière générale, sur plein de parcours. Mais bon, les Israéliens ne nous attendent pas, il faut être avec eux, ils nous aiment, je crois vraiment, mais il faut accepter. Il y a des règles ici il y a des codes en fait. Il y a des codes qui ne sont pas les nôtres, on n'a pas les mêmes clés, je dis souvent ça, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes clés. On est de cultures différentes. Ils sont moins bien. Pas du tout. Voilà. Du tout, au contraire. Ils sont exceptionnels. C'est un peuple exceptionnel. Mais nous aussi, mais il faut accepter qu'on n'est pas toujours la même façon, la même approche. Et c'est des anecdotes qu'on parlera peut-être par rapport à ça. J'étais dans un bureau avec un médecin israélien, donc lui un armé, mais on voyait la différence quand lui s'adressait à quelqu'un au téléphone. Mais moi, j'aurais déjà pété les plombs depuis 20 ans. Et lui, il gardait son calme, et ça marchait. Ils s'entendent, ils ont des codes entre eux. Ouais. Donc il faut accepter d'essayer de trouver ces clés, de trouver ces codes, de marcher comme ils ont envie, comme eux.
Comme eux, ils fonctionnent. Il faut rentrer dans leurs chaussures. Ils comprennent pas, même eux, nous comprennent pas des fois qu'on apprécie certaines choses et de la manière dont on apprécie, ou ils l'apprécient parce qu'on est comme ça, justement. Mais c'est comme ça. On finira sur... c'est un peuple exceptionnel. Moi, ça m'a plu. Je suis d'accord avec vous, en plus. Donc, ça tombe bien. C'est vraiment, ils sont géniaux. C'est génial d'être ici. Vraiment. Merci beaucoup, Eric. C'est moi qui vous remercie. Et Be'atzlacha dans votre nouvelle, dans vos nouveaux chemins. C'est très gentil. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bientôt. Ça me touche beaucoup. Avec plaisir. Bye bye. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.